Samedi 19 mars 2022, voici les titres. Premier conseil des ministres du gouvernement de la transition était à l'ordre du jour. La question sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso. Face à ces deux crises, le porte-parole du gouvernement invite donc l'ensemble de la population à plus de solidarité. Les détails dans quelques instants. La CEDEAO prête à accompagner le Burkina Faso pour la réussite de la transition. La délégation conduite par la présidente du Conseil des ministres de l'organisation a été reçue ce jeudi 17 mars à Kosiam par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Le compte rendu également dans ce journal. Voilà pour les titres du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec le Conseil des ministres de ce vendredi 18 mars. La question de la crise sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso était donc à l'ordre du jour. D'ailleurs, les chiffres sont là pour rappeler au gouvernement l'ampleur de cette situation car plus de 1 700 000 personnes déplacées et plus de 2 000 morts de Burkinabés civils et FDS ont été constatés. Afin de mieux cerner les deux enjeux et de permettre aux ministres d'être au même niveau d'information, le gouvernement a tenu deux communications orales, une sur les enjeux de la crise sécuritaire et l'autre sur la question sécuritaire. Compte rendu, Michael Tougri. Le gouvernement burkinabé veut apporter une réponse à la hauteur de la crise sécuritaire. Plus d'une dizaine de provinces sur les 45 sont en zone de guerre il y a maintenant 7 ans pour plus de 2000 morts. Vaincre cette nébuleuse nécessite une claire maîtrise du phénomène. Et pour cela, les membres du gouvernement sont mis au même niveau d'information concernant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Des communications orales portées par le directeur général de l'Agence nationale de renseignement, le commandant des opérations du théâtre et le ministre en charge de la défense sur les enjeux sécurité au Burkina Faso. Les deux communications ont permis à l'ensemble du gouvernement de prendre la pleine mesure de la situation sécuritaire, de comprendre les enjeux et les défis, notamment en termes de lutte contre le terrorisme et aussi du renforcement de nos actions en termes de sécurisation de l'ensemble du territoire. Ce sont des communications qui nous ont permis de saisir la situation actuelle du pays, de comprendre l'ensemble des défis, mais aussi de voir l'ensemble des stratégies mises en œuvre pour permettre un retour consécutif de la paix dans notre pays. Nous avons accordé une importance particulière à cette situation sécuritaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a fait un point de la situation également, un point d'ensemble. Cette situation a été marquée donc par la poursuite des attaques le week-end écoulé. Nous avons encore perdu des soldats, des VDP et des civils. Après la communication sur les enjeux de la crise sécuritaire au Burkina Faso, place à une autre communication orale. Celle-là a porté sur les enjeux de la crise humanitaire. À la date du 31 janvier 2022, le Burkina Faso a enregistré plus de 1 700 000 personnes déplacées internes. La deuxième communication a été portée par le ministre de l'Action humanitaire sur les enjeux humanitaires. On sait que le pays est dans une crise sécuritaire très grave, ce qui entraîne aussi une crise humanitaire de même gravité. Et donc, il a été question de présenter l'ensemble des actions et des mesures mises en place pour permettre de juguler cette crise humanitaire qui découle justement de cette grande crise sécuritaire. Nous avons également invité l'ensemble des Burkinabés à inverser la tendance tout en essayant d'être unis et solidaires dans nos actions, de faire en sorte que chaque Burkinabé, partout là où nous sommes, nous soyons aussi acteurs de la défense de notre territoire national à travers nos attitudes, à travers notre comportement, mais aussi à travers une solidarité déterminée pour lutter contre le terrorisme dans notre pays. Face aux deux crises sécuritaires et humanitaires, le porte-parole du gouvernement invite l'ensemble de la population à plus de solidarité. Lionel Bilgo a rappelé qu'à ce Conseil des ministres, un décret portant attribution de chaque membre du gouvernement a été pris. Dans ce décret, la place de chaque ministre est bien définie. Direction Kosiam, où le président du Faso a réussi en audience ce jeudi 17 mars, une délégation ministérielle de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La dite délégation conduite par la présidente du Conseil des ministres de l'organisation, par ailleurs ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, est venue non seulement s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, mais également déclarer que la CEDEAO est disposée à accompagner le Burkina Faso pour la réussite de la transition. Maxime Jean-Eudes Bambara
Camara pour le compte-rendu. La CEDEAO disposée à accompagner le Burkina Faso pour la réussite de la transition. Une délégation ministérielle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par la présidente du Conseil des ministres de l'organisation, est venue s'imprégner de l'état de la mise en œuvre de la transition au Burkina Faso. La ministre des Affaires étrangères du Ghana, chef de la délégation, dit avoir été mandatée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour rencontrer les nouvelles autorités suite au changement intervenu à la tête de l'État le 24 janvier dernier. ECOWAS is a bit concerned about the length of the transition, but the authorities here have explained à ce sujet, l'autorité nous a expliqué les raisons pour lesquelles la transition devrait durer 3 ans, notamment la lutte contre le terrorisme et la résolution de la crise humanitaire. Le président Damiba a donné des réponses que nous allons transmettre à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. The response of government, of President Damiba back to the authority of heads of state and government of ECOWAS. Sur le sort de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, la délégation de la CEDEAO, qui dit l'avoir rencontré et échangé avec lui, rassure qu'il est bien portant. La mission de la CEDEAO a par ailleurs manifesté la solidarité de l'organisation aux autorités de la transition. What affects Burkina Faso affects us all. Ce qui affecte le Burkina Faso nous affecte tous. Et ce n'est pas dans ces moments difficiles que la CEDEAO va abandonner le Burkina Faso. Les chefs d'État de la CEDEAO ont clairement déclaré que le Burkina Faso ne sera pas abandonné et que la CEDEAO va accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la transition. And will continue to work together to bring normalcy to this great country. La chef de la délégation a indiqué que la CEDEAO va travailler de concert avec le Burkina Faso pour trouver des solutions aux crises sécuritaires et humanitaires. Cette deuxième visite des ministres de la CEDEAO au Burkina Faso intervient alors que le pays est toujours suspendu des institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Ouvert depuis ce vendredi 18 mars 2022 à Ouagadougou, l'atelier des centrales syndicales du Burkina Faso sur l'élaboration des plateformes de revendication et d'alliances syndicats, société civile sur la paix et la sécurité est un projet entrant dans le cadre de la promotion du développement durable par le dialogue social dans les États fragiles d'Afrique. Un projet visant également à mobiliser les travailleurs et syndicats afin qu'ils œuvrent en partenariat avec les OSC à la création d'un environnement favorable pour un développement inclusif et durable. Reportage signé Sanata Serré. 2 jours durant, ces centrales syndicales vont procéder à l'élaboration d'une plateforme revendicative syndicale et une plateforme d'alliance entre syndicats et sociétés civiles pour une œuvre commune dans la création d'un environnement favorable au développement inclusif et durable. Il s'agira également lors de cette session de renforcement des connaissances d'expliquer entre autres participants les enjeux du développement en Afrique et au Burkina Faso en lien avec la sécurité et la paix. L'atelier de ce matin vise effectivement l'élaboration d'une plateforme revendicative pour les organisations syndicales, à savoir 5 centrales syndicales du Burkina Faso et une plateforme d'alliance entre ces organisations syndicales et la société pour travailler à ce que nous ayons notre contribution pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso afin de permettre un développement inclusif. 2 thèmes seront développés au cours de cette rencontre multipartite syndicats-société civile. Des communications qui seront suivies des travaux de groupe. Bien sûr, nous aurons 2 communications d'experts. Une communication sur la situation au Burkina Faso et une deuxième communication sur le dialogue social et le développement inclusif, ce qui nous permettra effectivement de pouvoir réfléchir comment effectivement formuler nos revendications et cette plateforme d'alliance que nous tenons effectivement à avoir avec la société civile pour pouvoir peser de tout notre poids à ce qu'effectivement la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. La plateforme issue de cet atelier sera dénommée Alliance pour la paix et la sécurité. Ils sont environ une trentaine de participants à prendre part à cet atelier qui se tient du 18 au 19 mars 2022. Des participants issus de 5 organisations syndicales, à savoir la Confédération nationale des travailleurs du Burkina, la Confédération syndicale burkinabé, l'Union nationale des syndicats,
L'Organisation nationale des syndicats libres et l'Union syndicale des travailleurs du Burkina et des organisations de la société civile évoluant dans la thématique paix et sécurité. La présente rencontre a été possible grâce au soutien technique et financier de l'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale, CSI Africa. Des apprenants de l'école burkinabé des affaires dans le cadre de leur formation académique ont tenu une conférence publique le 16 mars dernier à Ouagadougou avec pour thème choisi la fourniture locale des biens et services aux sociétés minières, vulgarisation des textes et rôles des acteurs dans la mise en œuvre et l'amélioration en continu. Fatimata Nikema nous en dit plus. En phase de master en supplétion et achat, ces étudiants de l'école burkinabé des affaires pour s'exercer ont mené la réflexion sur le contenu local. À travers plusieurs communications, les acteurs impliqués dans la fourniture locale des biens et services aux sociétés minières au Burkina Faso sont revenus sur les textes qui encadrent ce domaine. L'objectif était également de mettre le doigt sur leur rôle en tant qu'acteurs. Il y a un quota qui a été adressé à l'ensemble des sociétés minières pour qu'ils respectent ce quota-là et par rapport à la fourniture des biens et des services du secteur local. Et nous pensons qu'il ne suffit pas juste d'imposer une certaine cotation, il faut également s'assurer que les entreprises locales seront à même de répondre à ces exigences, surtout en termes de qualité, en termes de délai, également en termes de coût. Le directeur exécutif de la Chambre des mines, Toussaint Bamouni, s'est dit satisfait du choix de ce thème. Selon lui, il était temps d'évoquer les difficultés liées à la contribution des entreprises locales à la fourniture des biens et services aux sociétés minières. Au niveau des compagnies minières, elles avaient des actions dans le cadre du contenu local incluses dans la démarche RSE. Et aujourd'hui, je pense que c'est même dans l'intérêt des compagnies minières que ce contenu local soit mis en œuvre parce que ça va leur permettre de réduire les coûts. Si effectivement les entreprises locales peuvent fournir des biens dans les délais à des prix compétitifs et également avec une bonne qualité. Chaque année, et selon Toussaint Bamouni, c'est environ 450 milliards de francs CFA que les mines investissent dans les achats des biens et services. Et les entreprises locales ne bénéficient que de 15% de cet investissement. Il espère donc un changement avec l'application des textes en vigueur dans le pays. Direction la province du Naouri, dans le centre-sud du Burkina Faso. La BCB, Banque mondiale, Banque commerciale du Burkina, a inauguré son agence de Pau ce 17 mars 2022. Une inauguration qui permet à cette structure bancaire de se rapprocher davantage des populations, surtout dans cette zone frontalière. Son objectif, accompagner les populations et également les entreprises implantées dans cette province. C'est un reportage signé Abdul Rahim Niénié. La banque commerciale du Burkina BCB s'implante ainsi à Pau, dans la province du Naouri, dans la région du centre-sud. C'est la 21e agence au Burkina Faso et cette décentralisation traduit la volonté d'être plus proche des populations. Pau est une ville frontalière avec le Ghana, donc stratégique pour l'institution financière qui entend répondre aux besoins des opérateurs économiques et des populations généralement actives dans le domaine des affaires. Nous avons identifié la ville de Pau comme étant une très bonne niche d'affaires et c'est pourquoi nous avons inscrit l'ouverture de cette agence en 2022 dans notre programme d'activité. Ce sera une agence au service des PME, PMI et également au service des activités de l'artisanat, sans oublier les fonctionnaires du privé et du public qui se trouvent dans la région. Pour Georges Batina, parrain de la cérémonie et par ailleurs client de la BCB depuis 17 ans, la banque est un instrument au service du développement des entreprises. Il dit être un client satisfait et se réjouit de l'extension de la banque, surtout l'ouverture de cette agence dans la zone frontalière. Et la BCB, c'est la banque de Burkinabé. La BCB, je suis fier de la BCB aujourd'hui pour son idée d'extension, de s'étendre dans tout le Burkina Faso. Et la BCB, pour moi, c'est la banque qui accompagne tous les opérateurs économiques. Ici, c'est une zone frontalière et il y a beaucoup de commerçants qui font des opérations en frontière. Donc, souvent, ce n'est pas facile de voyager avec l'argent. Donc, je crois que l'arrivée de la BCB à Pau ici serait déjà une très belle occasion qui va faciliter les opérations en douane, les opérations de transit et les opérations de dédouanement
à la frontière. Les autorités locales ont salué l'implantation de cette banque dans leur province. Notons que la banque commerciale du Burkina BCB a été créée en 1988. Avec aujourd'hui 21 agences à travers le Burkina Faso, la BCB est classée 7e sur le plan national avec plus de 68 000 clients. Parlons santé. À présent, de 2018 au premier trimestre de 2020, ce sont environ 600 femmes victimes de fistules obstétricales qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale au Burkina Faso et à titre gracieux. Ces résultats ont été possibles grâce à l'engagement des organisations non gouvernementales et associations intervenant dans le domaine. On rappelle, la fistule obstétricale est une maladie qui survient lors d'un accouchement difficile occasionnant une fissure entre la vessie et le vagin et ou le rectum, provoquant ainsi les écoulements incontrôlés de l'urine ou des selles. Nous avons donc approché quelques associations qui militent dans ce sens au Burkina Faso afin de comprendre le processus de cette prise en charge des femmes atteintes de cette maladie, qualifiée de maladie de la honte, le coût de l'intervention et les précautions à prendre après la guérison. C'est dans ce reportage signé Sanata Serré. Alimata Sinare a vécu avec une fistule obstétricale pendant 17 ans. C'est une maladie qui survient lors d'un accouchement difficile, occasionnant une fissure entre la vessie et le vagin et ou le rectum, provoquant des écoulements incontrôlés de l'urine ou des selles. 17 ans dans la dépression et condamnée à l'isolement social, Dame Sinare, âgée de 42 ans et native de Boussé dans le Kourouégo, dit avoir été victime d'une mutilation génitale féminine à son bas âge. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir, car après avoir trouvé refuge au centre d'hébergement de la Fondation Rama, elle fait partie des femmes ayant recouvré la santé. C'était vraiment difficile pour moi. J'ai fait 17 ans avec cette maladie. Je me suis promenée un peu partout pour pouvoir me soigner. Même avec l'aide de mon mari, c'était sans succès. Nous n'avons pas pu endiguer cette maladie puisqu'on ignorait ce que c'était. C'est finalement ma belle-sœur qui m'a conduit ici à la Fondation Rama. Quand je suis arrivée, personne ne voulait s'approcher de moi si ce n'est les mouches. Une fois que j'ai franchi la porte de la Fondation, Madame Cabré m'a reçu avec du savon et de la nourriture. Maintenant, je suis heureuse car cela fait 3 ans que je suis guérie. Alimata n'est pas un cas isolé. Toute Roberta, la quarantaine bien sonnée et mère de 2 enfants, a vécu avec la fistule obstétricale pendant 24 ans, juste après l'accouchement de son dernier enfant, avant de bénéficier d'une intervention chirurgicale grâce à la Fondation Rama, qui s'est au final soldée par un échec. Je suis arrivée ici en août 2021. Ils m'ont prise en charge et j'ai bénéficié d'une intervention chirurgicale. Après, on m'a prescrit des produits et m'ont demandé de revenir 3 mois après. Mon grand regret est qu'après tous ces soins, la maladie perdure. J'ai toujours des incontinences urinaires. C'est pourquoi je suis revenue afin qu'on m'aide à mettre fin à ce cauchemar et avoir la paix. Tout comme ces femmes, la plupart des personnes qui souffrent de cette maladie vivent en milieu rural et beaucoup d'entre elles ignorent les causes de cette pathologie. En plus de la douleur physique, ces femmes doivent faire face au rejet de leur famille et de la communauté. C'est une maladie de la honte parce que souvent au village, là, ils ne voyaient pas ça comme une maladie naturelle. Ils vont dire que c'est parce que tu as trompé ton mari que lors de l'accouchement, là, il y a eu cette difficulté. Donc souvent, la femme là, circule avec cette maladie-là. Elle ne veut pas dire, parce que si elle dit, on va dire que c'est parce que tu as trompé ton mari. Donc elle peut circuler. Il y a d'autres femmes. Et puis comme l'urine la sort comme cela, on ne peut pas retenir. Elles vont circuler avec la maladie là. Son mari là va la chasser. Arriver chez ses parents aussi vont la chasser. Donc elle sera là, elle tourne seulement, elle ne sait pas où aller. Le coût d'une intervention chirurgicale pour la prise en charge des cas de fistule obstétricale varie entre 300 et 500 000 francs CFA selon les spécialistes. Grâce à certaines associations et ONG au Burkina Faso, le pays a fait d'énormes progrès dans la prise en charge de cette maladie. De 2018 au premier trimestre de 2020, ce sont environ 600 femmes victimes de fistules obstétricales qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale à titre gracieux. Et le traitement consiste à rétablir l'intégrité de l'appareil urinaire en dissociant la vessie ou le rectum avec le vagin. Et la fistule obstétricale est complexe. Elle n'est pas aussi simple comme l'on dit. Et nous disons le plus souvent que l'opération de la fistule, ce n'est pas simplement aller fermer les trous comme on dit.
nous avons dit en concept que c'est un trou, c'est une communication. Mais cette communication-là n'est que la partie visible des lésions qui se produisent. Parce que du fait même du mécanisme de production de cette communication, il y a des lésions qui se produisent à d'autres niveaux. Donc le premier pas pour la réparation de la fistule consiste effectivement à réparer ce défect, cette lésion au niveau de la vessie et du vagin pour fermer les trous. Au centre d'hébergement de la Fondation Rama, la prise en charge consiste d'abord à accueillir ces femmes et soigner les maladies opportunistes avant l'intervention chirurgicale selon la fondatrice. Le fait que les urines coulent et puis elle se dit que c'est parce que je bois beaucoup d'eau que les urines coulent. Donc elles refusent de boire l'eau. Donc quand elles arrivent ici, des fois elles sont déshydratées. Donc il faut vraiment les prendre en charge. Les maladies opportunistes également, il y a au niveau des entrejambes, comme les urines coulent, les selles coulent, elles ont des plaies. Donc il faut prendre en charge tout ça. Donc il faut faire toutes ces prises en charge-là avant de les amener vraiment vers un centre médical avec antenne chirurgicale pour les faire opérer. Tout est gratuit parce que il y a le ministère de la Santé et l'UNFPA qui nous soutient dans ce sens. La Fondation Ramadi contribue avec l'accompagnement de ses partenaires financiers à la prise en charge chirurgicale d'environ 200 patientes tout en leur redonnant le sourire. Comme quoi, une nouvelle vie est possible après la fistule obstétricale. Et de 2018 à nos jours, environ 300 femmes ont pu avoir accès au traitement par le biais de l'association Renaissance du docteur Itengre Ouedraogo. Après l'intervention, il est recommandé à ces femmes un repos d'environ 1 mois avant toute activité physique et une abstinence sexuelle de 2 mois. Pour éviter de contracter de nouveau la maladie, il est conseillé aux femmes de respecter le calendrier des consultations prénatales, éviter les accouchements à domicile et renoncer à l'excision et les mariages précoces. Littérature avant de clore ce journal Rescapé de l'enfer, c'est le titre du livre de l'auteur Timothée Kaboré qui a été dédicacé ce jeudi 17 mars 2022. Ce livre de 130 pages paru aux éditions ITA relève de la vie d'un enfant vivant dans le dénouement. C'est une œuvre qui interpelle la jeunesse à toujours persévérer face aux difficultés imposées par la vie. Serge Kaboré pour le reportage. Rescapé de l'enfer, une nouvelle parution de l'écrivain burkinabé Timothée Kaboré, dont la dédicace est intervenue ce 17 mars. Autodidacte et auteur de plusieurs ouvrages, l'écrivain à travers ce 6e livre relate la vie d'un enfant paysan gombo qui vit dans le dénouement total. Un jeune homme qui verra ses espoirs voler aux éclats avec le mauvais traitement par ses tuteurs. Ce dernier est contraint à retrouver une nouvelle famille, la rue. Il relate une vie d'un garçon qui, au village, comme tous les autres, va connaître les durs sévices corporels des parents et qui a la chance d'aller à l'école. Et les enfants de son âge connaissent quand ils quittent leurs parents. Donc, il se retrouve pratiquement dans la rue après plusieurs logeurs essayés et il tente même de se suicider, mais le destin voulant, comme le second titre de l'œuvre le dit, ascenseur du destin, parce que le destin a joué aussi pour ce jeune homme et qui a fini par réussir contre vents et marées. Quant au titre de l'œuvre Rescapé de l'enfer, il est lié selon Timothée Kaboré au parcours du personnage. Le titre de l'œuvre Rescapé de l'enfer, justement, il est évocateur au regard du parcours du personnage du héros, qui a été un parcours, j'allais dire, un peu exceptionnel et très tumultueux. Et il n'y est pas resté, il n'est pas resté enfant de rue, il n'a pas échoué. Bien au contraire, il a pu faire sa place au soleil, d'où le titre Rescapé de l'enfer. Un livre donc interpellateur à l'endroit de la jeunesse. Aruna Timothée Kaboré les invite à toujours persévérer et ce, peu importe l'adversité. C'est dire à la jeunesse que quel que soit le niveau auquel vous démarrez, vous pouvez arriver au sommet si toutefois vous vous armez de volonté, de courage, d'abnégation.
parce que tout le monde n'a pas cette chance de naître avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais quand on a le courage, quand on se donne justement les moyens, on arrive peut-être pas au sommet comme tout le monde, mais à un niveau quand même acceptable. Escapé de l'enfer est un livre de 130 pages paru aux éditions ITA. Avant ce 6e livre, Timothée Kaboré est aussi auteur des 5 ouvrages dont Voyage de nuages et ce qu'il faut savoir pour vivre dans la société. Ici prend fin ce journal. Un grand merci pour votre constante fidélité à nos côtés. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler une chose. Donner un sens à sa vie, ce n'est pas le fait d'avoir tout ce que l'on veut, mais plutôt de savoir partager tout ce que l'on a et tout ce que l'on sait avec les autres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Excellent week-end et surtout prenez grand soin de vous.